Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne SVTV. Oui, vous devez désormais vous habituer à cette appellation SVTV, Sacré Vision Média Canal Pro, qui émet sur TNT, mais aussi nous avons notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver avec beaucoup de professionnalisme dans le but de contribuer à l'information de vous qui êtes nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous recevons un cadre de l'IDPS, il s'appelle John Kolela. Élu député en 2011, il a siégé au Parlement, à la Chambre basse du Parlement congolais, député national. En 2018, il n'a pas été réélu et aujourd'hui, il continue comme cadre de l'UDPS, un grand militant au sein de ce parti présidentiel. John Kolela, bienvenue. Merci, très cher journaliste. Grande est ma joie d'être devant vous. Mais j'aimerais aussi préciser qu'actuellement, je suis le conseiller politique du vice-premier ministre de la Défense. Conseiller politique du vice-premier ministre de la Défense, Mwadian Vita, c'est ça? Évidemment, oui. Alors, John Kolela, l'actualité reste dominée par la signature de l'accord à Doha. Vous êtes acteur politique majeur, vous venez de le dire, conseiller politique, c'est que vous maîtrisez la donne. Comment avez-vous analysé la signature de cet accord qui est tombé le samedi passé? Oui, merci très cher frère, à travers vous, tous les téléspectateurs qui auront l'opportunité de nous suivre. L'accord que nous venons de signer le samedi, c'est un grand pas vers la paix. Dans tout ce que nous entreprenons comme travail, c'est pour redonner la paix et la quiétude à nos citoyens qui ont traversé longtemps une période de guerre. Et cette période de guerre n'a pas commencé avec l'avènement du président Félix Tshisekedi. C'est une situation que nous avons traversée parce que nous avons un voisin ou quelques voisins hégémoniques qui ont les ambitions de balkaniser la République démocratique du Congo et ils cherchent les astuces en exploitant certaines marionnettes parmi nous pour le faire porter les chapeaux d'une guerre interne. Et cette guerre, Mobutu en a payé les prix, Mouzé Laurent Désiré Kabila a payé les prix, Joseph Kabila a payé les prix parce qu'il en a dépensé autant d'argent et on en a perdu le général Mamadou Ndala et tant d'autres personnes dans cette guerre. Et aujourd'hui, c'est le tour de Tshisekedi. Donc, un seul président rwandais a combattu environ 5 ou 4 de nos présidents. Vous comprendrez que c'est un problème réel qui existe. C'est pourquoi, après l'accord de Washington qui a mis autour d'une table le Rwanda et la République démocratique du Congo, il était nécessaire qu'on puisse maintenant partager sur l'aspect interne de cette situation. Parce que la guerre a plusieurs aspects. Il y a les aspects internes, il y a les aspects externes, voire même les aspects régionaux ou internationaux. Alors il était nécessaire que le M23FC et la République démocratique du Congo se mettent autour d'une table pour partager, en tant que fils du pays, afin de trouver solution et remettre les choses en ordre conformément à la constitution du pays. Mais ce qui touche la population de la République démocratique du Congo, qui est désormais très éveillée sur le plan politique. Le chef de l'État avait clairement dit qu'il ne va pas négocier avec le M23, mais là, on signe l'accord avec le M23. Qu'est-ce qui a changé? Oui, merci beaucoup. Le président avait dit qu'il ne négocierait pas avec le M23. Vous devrez prendre ça que nous sommes d'abord en politique. En politique, quand on dit que la politique est dynamique, ça ne veut pas dire qu'il faut se compromettre. Ça veut dire que vous pouvez prendre des décisions et reprendre des décisions en fonction de l'évolution du terrain. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle dynamisme politique. Le dynamisme politique, ce n'est pas de quitter d'être kabylisme pour devenir tshisekedisme, ce n'est pas ça. Le dynamisme politique, c'est lorsque vous avez une situation à gérer, quand il y a l'évolution dans cette situation, vous pouvez prendre la décision qui convient en rapport avec les données du terrain. Et c'est ce que le président a fait. Et en politique, il y a toujours des stratégies politiques. Même en communication, vous êtes journaliste et vous le saviez très bien. Je peux te partir d'un exemple. Etienne Tshisekedi fait une course avec Joseph Kabila. C'est une hypothèse. Kabila, jeune qu'il était, doit gagner cette course. Moi, en politique, je ne dirais pas que Kabila est premier, Tshisekedi est dernier. Je dirais que Kabila est premier, Tshisekedi est deuxième. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des méthodes de communiquer pour faire comprendre son message avec élégance et pour que ça ne puisse pas très toucher. La manière dont le chef de l'État l'avait dit, c'était tellement... Le chef de l'État avait dit oui. Le chef avait dit pourquoi. Les terroristes du M23 étaient en train de bombarder sur la population civile. Les terroristes du M23 sont des pantins du Rwanda. Et le chef de l'État ne souhaitait pas
négocier avec eux avant de voir leur maître. Parce que dans le même discours, il a insisté que je souhaite parler avec leur maître pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, quoi qu'il y ait cette signature, préalablement à cette signature, il a vu leur maître, ils ont partagé. Et c'est du dialogue avec leur maître qu'ils ont convenu qu'il fallait maintenant que Doha puisse poursuivre. C'est pour vous dire qu'en principe, Tshisekedi ne s'est pas contredit. C'est de la logique d'aller voir leur maître qui utilise les pantins qui est sorti qu'il fallait qu'on arrive aussi à partager sur nos problèmes internes. Parce que si Tshisekedi ou l'autre gouvernement devrait commencer par Doha, signer un accord avec le Pantin, le dialogue avec le Rwandais ou les négociations avec les Rwandais n'auraient plus lieu. Donc voilà pourquoi il fallait commencer par leur maître. Et de leur maître, nous avons convenu ensemble qu'il fallait comprendre maintenant les autres, leurs revendications en interne s'il y en a, parce que jusque-là, moi et vous, nous ne connaissons pas réellement les véritables revendications du M23. Qu'est-ce que le M23 réclame qu'il n'avait pas avant de prendre les armes? Aujourd'hui, aucun citoyen congolais ne peut vous l'expliquer. Le pouvoir, le poste, on les a quand on est membre de la majorité, c'est ce que dit la Constitution. Il n'y a personne qui a empêché au M23 d'adhérer à l'union sacrée ou à la majorité présidentielle pour gouverner ensemble. Personne ne les en a empêchés. Vous avez la facilité. Le M23 manquait quoi? L'intégration dans l'armée. Il n'y a personne qui les a interdits d'aller s'enrôler dans l'armée. Dans l'armée, il y a des critères de sélection. Vous arrivez, vous vous présentez, on voit l'âge, on voit votre nationalité, on vous prend. Mais aujourd'hui, quelle est cette revendication qu'ils vont gagner qu'ils n'avaient pas avant de prendre les armes? La peur est que dans cet accord de principe, on démontre clairement qu'il faudra cette fois-ci encore revenir à la case de départ. Est-ce qu'on va encore revivre la réintégration, brassage au sein de l'armée? Nous sommes partis encore à la case de départ? Non, je ne crois pas. Tirant les leçons du passé, je crois que dans ces accords ici, les choses ne vont pas se faire comme autrefois. Cet accord n'est pas un cas isolé. Il se base sur notre constitution. Il prend aussi des références par rapport à l'accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et là, on a parlé de l'intégration au cas par cas. C'est-à-dire chaque membre du M23 AFC souhaitant intégrer le service de sécurité ou l'armée doit venir seul étant individu, en son propre nom et pour son propre compte. Il se présente, on va le prendre et l'opposer aux critères de sélection. Que disent les lois pour être recruté? L'âge, est-ce que tu as 20 ans ou tu as 23 ans? Si tu as 20 ans, 23 ans, oui. Est-ce que tu es congolais ou tu ne l'es pas? Donc, les critères ou le préalable fixé pour être dans l'armée sont déjà là, sont connus à travers les lois de notre République. Quels seront ces critères? Et c'est ce qu'on va Quels seront ces critères qui pourront permettre à ce qu'on reconnaisse la personne qui vient s'enrôler dans l'armée, qui est du M23, est rwandais ou pas? Nous avons nos cartes, nous sommes des citoyens congolais, nous avons nos familles, personne ne vient du néant. Quand nous partons nous enrôler, même nous-mêmes, pour aller aux élections, nous amenons certaines pièces pour nous faire enrôler. Ces gens-là, aussi longtemps qu'ils ne sont pas au départ des militaires, nous prenons les cas des civils qui ont adhéré par exemple au M23, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont leur carte d'électeur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent avoir leur diplôme, qui ont leur certificat de naissance. Donc je pense qu'il y a toujours moyen de vérifier l'appartenance à la République des uns et des autres. Sinon, nous ne sommes pas dans une jungle, sinon on n'aurait pas des élections contrôlées. Si nous sommes à mesure d'organiser les élections avec les Congolais, c'est que nous serons à mesure de vérifier aussi les identités des uns et des autres. Est-ce que c'est la paix à tout prix, l'accord de Doha, c'est la paix à tout prix qui nous a poussé à signer cet accord? Est-ce que nous sommes arrivés au bout du souffle pour dire, eh bien, signons cet accord pour permettre à nos populations de retrouver la paix à tout prix malgré tout? Non, si c'était la paix à tout prix malgré tout, c'est vrai que la paix c'est une valeur pour laquelle il faut se battre jusqu'au point de mourir. Ça c'est une évidence. La paix est une valeur. Ce n'est pas l'antivaleur. Pour la paix, les gens sont en mesure de se battre. Ça c'est de un. Ce n'est pas qu'on est au bout du souffle. Je vous assure que si aujourd'hui c'est la reprise de la guerre, le monde entier parlera très longtemps de ce que nous sommes en mesure de faire. Je vous assure. Donc ce n'est pas parce qu'on cherchait la paix à tout prix, mais c'est parce que nous avons trouvé que les pantins, comme le chef de l'État les a appelés, n'ont pas de revendications à vrai dire. Dans cet accord, qu'est-ce que nous avons perdu? On n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Et qu'est-ce que nous avons gagné? On va gagner la paix, on va gagner l'intégrité territoriale, on va gagner la vie des gens qui devraient mourir durant la guerre. Ça n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix.
On a gagné ce qu'on est allé chercher en faisant les négociations. C'est ce qu'on doit gagner. Ne cherchez pas, est-ce qu'on devrait nous donner l'argent, un prix pour ça? Non. On devrait nous donner les terres au Rwanda pour dire qu'on a gagné. Ce qu'on a gagné, c'est l'objectif d'être des négociations. Quel est l'objectif? C'est la paix. Et si on gagne la paix, vous voulez qu'on gagne quoi d'autre plus que la paix? C'est-à-dire que nous gagnons à rétablir la situation normale à travers le pays, l'intégrité territoriale, la restauration de l'autorité de l'État et les vies humaines que nous avons épargnées qui devraient mourir durant cette guerre. Et cela, c'est donc une grande victoire. L'intégrité territoriale de la RDC doit être sauvegardée. Évidemment. Alors, c'est bien épinglé dans l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, cela signifie qu'il y aura retrait des forces militaires rwandais, mais aussi M23? Qui dit M23, c'est-à-dire ces militaires qui ont pris les armes contre le Congo, mais aussi les militaires rwandais qui sont à Goma et à Bukavu. L'accord des États-Unis les stipule, Doha stipule cela, mais rien n'est change sur terrain. On voit par contre le message sur les réseaux sociaux des cadres M23 AFC qui dit Torozalawa, Torotikalawa, comme qui dirait une chanson d'une jeune fille qui pullule sur les réseaux sociaux. Vraiment. Oui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, ce que fait le M23, ce n'est qu'une communication stratégique pour apaiser les siens. Mais nous, on ne peut pas nous battre pour une déclaration verbale que quelqu'un peut nier demain après-demain. Nous nous basons sur ce qui est écrit dans les deux accords. Je vois aussi les débats par rapport au mot retrait, que le Rwanda dit non et les autres non. Ce n'est pas ça. D'abord, par rapport au Rwanda, on a dit que chaque pays doit respecter l'intégrité territoriale de l'autre et sa souveraineté. Ça, c'est plus grand même que le retrait. Dans cet accord, on dit que le Rwanda doit se désengager. C'est plus fort que le retrait, parce que les termes étaient bien choisis. Le désengagement veut dire, en plus de vous retirer, vous ne soutenez pas, même financièrement, même idéalement, même technologiquement, c'est-à-dire que vous vous désengagez à 100%. Le mot désengagement est plus grand que le mot retrait. Dans le mot désengagement, le mot retrait n'est qu'une partie. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, en plus, vous vous retirez, en plus, vous ne soutenez pas financièrement, logistiquement, sur le plan des renseignements, vous ne faites plus rien. C'est ça le mot désengagement. Mais au lieu de nous féliciter pour le véritable mot, il y a certains compatriotes corrompus qui sont en train de chercher le mot retrait alors que le mot désengagement est écrit là-bas. Je me demande si réellement chacun a fait le cursus universitaire normalement quand j'entends certaines personnes parler. Le désengagement est plus grand. Ici, on a le souci de voir le retour de la paix dans les zones occupées aujourd'hui hante l'esprit des Congolais. Ils se disent, oui, on a signé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va assister réellement J'arrive à cela. À ce que vous dites, le désengagement, le retrait. Parce que de l'autre côté, on sent que malgré les déclarations fortes des États-Unis, il y a toujours cette présence militaire. Évidemment. Par rapport à cette présence militaire, pour un peu passer certaines étapes, ce n'est pas les jours où on signe l'accord ou la déclaration des principes que demain les choses se font. Nous devons aussi avoir la culture de savoir que chaque chose a son temps. Il y a le temps de commencer la fondation, le temps d'élever les murs, le temps de mettre la toiture et le temps d'inaugurer la nouvelle maison, les bâtiments qu'on va construire. Ce n'est pas parce qu'on a fait la déclaration des principes que le lendemain, le FCC commence à quitter les... Non, ce n'est pas ça. Nous devons avoir aussi la culture de comprendre qu'il y aura toujours une durée et il faut être patient. Ça, c'est de 1. De 2, les retraits, en principe, selon mes analyses, ce n'est pas un mot approprié pour le FCC M23. Pourquoi? Qui dit retrait veut dire que les militaires vont quitter d'un endroit vers un autre. Ceux qui doivent quitter d'un endroit vers l'autre endroit, c'est les Rwandais qui sont les étrangers parce qu'ils vont quitter le Congo pour leur pays. Mais pour le M23, entre guillemets, s'ils sont congolais, ce n'est pas le mot retrait qui convient. Leur sort, c'est quoi? Il faut le comprendre à travers la restauration de l'autorité de l'État. Lorsqu'on va restaurer l'autorité de l'État, on va les cantonner, on va les désarmer. Leur sort, c'est la dissolution du mouvement. Parce que qui dit retrait veut dire que les mouvements restent tant que tel, mouvement armé, ils se retirent de Goma ou de Bukavu pour aller où? À Bunagana, comme si Bunagana, ce n'est pas le Congo.
Même le Bunagana, c'est toujours le Congo. Il faut qu'il se retire aussi du Bunagana. Donc, le sort du mouvement rebelle en interne, c'est sa dissolution. Mais chercher les retraits pour qu'ils partent où? Voilà pourquoi, s'ils disent qu'ils vont rester, oui, ils vont rester. Mais pas comme mouvement rebelle, mais comme des citoyens comme moi et toi qui sommes à Kinshasa, comme des citoyens qui sont à Bukavu, comme des citoyens qui sont à Goma. Mais l'État doit restaurer son autorité. Le gouverneur est élu selon la Constitution parce qu'eux aussi, ils ont accepté que les principes constitutionnels ne soient pas violés. C'est l'introduction de cette déclaration des principes. Que disent la Constitution par rapport à l'autorité de l'État? Est-ce que la Constitution dit qu'il y a deux administrations? Non. Ils doivent respecter leur signature. Est-ce que la Constitution dit qu'il faut être gouverneur par nomination, par Nanga? Non. L'autorité de l'État, c'est aussi le respect de la loi. Voilà au moins tout ce qu'ils sont en train de dire à travers la presse, l'oralité là, ça les engage. Et la personne qui l'a dit, demain peut les nier, il va rigoler. Vous connaissez les Congolais, quand ils parlent, beaucoup, ce n'est pas le premier. Alors, on demande aussi dans cet accord que toutes les décisions de justice qui ont été prises contre les dirigeants M23 doivent être revues pour qu'ils puissent retrouver leurs droits comme Congolais bénéficiant de tous les droits. Peut-on dire que demain, on pourra voir un jour Nanga et les autres Bissimois se retrouver dans un gouvernement d'union nationale? De toutes les façons, on n'a pas dit d'abord qu'on doit revoir pour tout le monde. Jusqu'à présent, on a dit qu'ils sont suspendus les poursuites. À ma connaissance, Nanga n'est pas encore poursuivi, mais il est déjà condamné. On a déjà terminé la phase d'instruction, il est jugé et condamné. Pour lui, s'il doit recouvrer peut-être sa liberté, c'est avec une grâce présidentielle. C'est peut-être ça la seule possibilité qui existe. Et qui dit grâce présidentielle veut dire qu'il y a des conditions pour bénéficier d'une grâce. Ça, nous devons nous mettre en tête. La personne comme Joseph Kabila, qui est poursuivi, jusque-là, il nie être du M23. Or, seuls les membres du M23 doivent bénéficier de cette mesure. Alors, nous attendrons la liste du M23 qu'ils nous disent qui est membre de ce mouvement ou pas, si le nom de Kabila sera sur sa liste ou pas. Si le nom de Kabila est sur la liste, peut-être qu'on verra ce qu'il faut faire. Mais si son nom n'est pas sur la liste, parce que lui dit qu'il n'est pas membre du FC M23. Alors, sur la liste des FC M23, ils doivent nous dire qui sont ces membres sur lesquels nous devrons appliquer cette mesure. Donc, il y a encore un autre travail à faire. Mais pour les autres... Mais pour Kabila, il a été condamné pour quoi? Kabila n'est pas encore condamné. Il est poursuivi pour quoi? Il est poursuivi pour connivence avec les mouvements. Alors, s'il est poursuivi pour connivence avec le mouvement M23, c'est-à-dire que l'État reconnaît qu'il est membre du M23? Pas du tout. Pas nécessairement. Vous pouvez être en connivence, vous pouvez trahir votre pays, mais sans être membre. Il y a cette possibilité. Association de malfaiteurs, par Évidemment, exemple. oui. Vous pouvez être complice dans une certaine mesure, mais sans en être membre. Alors, maintenant, à ce niveau-là, il faut que son statut soit bien défini pour qu'on nous rende compte qu'il n'est pas membre. S'il n'est pas membre, il va gérer son cas seul. S'il est membre du M23, au moins, la population comprendra à qui nous avons affaire aussi. Même si on pourra surseoir tout cela, mais néanmoins, en même temps, regardez le nombre, les carnages qu'on a fait à Goma, le nombre de personnes qu'on a tuées, l'économie qu'on a renversée parce qu'avec cette guerre, nous avons perdu autant. Tout ça qui paye. C'est là que moi, je dis que quelque part, là, il ne faut pas qu'on encourage le mal. Ces mêmes rebelles, ils avaient pris les armes autrefois, il y a eu autant de fois qu'on les a amnistiés. Autant de fois avec les CNDP, ils ont eu l'amnistie. Avec le M23 première formule, ils ont été amnistiés. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'ils peuvent... Regardez très bien. Notre pays traverse des crises après chaque 2-3 ans. Nous commençons avec l'AFDEL. Ils arrivent à Kinshasa. Quand l'AFDEL renonce à l'autorité du Rwanda, on a créé les RCD. Avec les RCD, on a négocié à Sun City. On est venu ici. Quelques années après, 2006, on est passé aux élections. 3 ans après, c'est les CNDP qui commencent, 2009. D'ailleurs, ils ont commencé en 2008. On a négocié avec les CNDP, c'est les M23 qui est né. On a négocié avec les M23, c'est les M23 qui est né. Donc, après chaque 2 ou 3 années, ils reviennent toujours avec une autre appellation. Donc, c'est là, moi, que je dis, même quand les gens demandent le dialogue et autres, que nous devons réfléchir sérieusement pour savoir qu'est-ce que nous cherchons et identifier correctement le problème. Est-ce que le problème, c'est un problème interne? Le problème interne voudra dire qu'il y a des situations politiques inadmissibles, que les institutions ne fonctionnent pas. Mais lorsque le problème est sécuritaire, je ne vois pas que Zelensky là-bas réunir les gens pour le dialogue parce qu'il a reçu des attaques. Je ne vois pas
Israël réunir les politiciens parce qu'ils ont la guerre contre l'Iran ou bien contre les autres pays. Donc, le fait d'identifier d'abord correctement les problèmes nous permettra de faire ce qu'il faut faire. Donc, je crois que par rapport à la justice, comme vous venez de poser la question, la justice sera faite aussi au cas par cas, conformément aux lois du pays. Ceux-là qui ont commis des crimes graves contre l'humanité, les crimes de guerre, ne seront pas pardonnés. Mais le pardon ne veut pas dire aussi le pardon total ou l'abandon de poursuite. On peut aussi vous juger, mais réduire au moins votre peine. Si la peine était de 50 ans, on peut dire que vous restez avec 12. C'est aussi ça, rendre justice par rapport aux morts. Et aussi donner la leçon au reste des citoyens que nous devons respecter les lois du pays. Nous avons une constitution. On ne peut pas chercher à accéder au pouvoir par les armes parce qu'on en a envie. Donc on a le droit de lubrifier ses ambitions ou son pouvoir avec les sangs des autres. Revenons un peu en Angola où le M23 avait fait fausse note contre la République démocratique du Congo. La délégation congolaise qui s'était rendue à Luanda n'avait pas vu la présence de la délégation du M23 et pourtant c'était annoncé avec pompe. Et aujourd'hui, on assiste à la signature de l'accord entre le pouvoir de Kinshasa avec le M23 AFC. C'est les États-Unis qui a pesé dans la balance pour les ramener à pouvoir signer, ou c'est Kagame qui est l'auteur-compositeur qui les a donné le mot d'ordre. Qu'est-ce qui a changé sur le plan politique? Évidemment, vous comprendrez que depuis il y a plus ou moins une année, les choses sur terrain ont changé et les donnes ont changé. C'est pourquoi je vous ai dit que la politique est dynamique. Donc je vous fais comprendre en même temps que ce n'est pas seulement le président Tshisekedi qui avait déclaré de ne pas renégocier, mais de l'autre côté aussi, ils avaient pris la posture de ne pas venir. Alors, le fait que sur le plan diplomatique, le Congo, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies, à plusieurs niveaux, au niveau international, a gagné la cause et que le monde entier a compris la cause, il y a eu des sanctions contre le Rwanda sur certains de ses dirigeants. Tout cela entre dans la balance. C'est pourquoi je vous dis qu'un politicien averti doit tenir compte de la donne. C'est Kagame qui les entêtait parce que leur maître à penser, c'est Kagame. C'est lui qui les donnait les postures. Maintenant, avec cette faiblesse-là, avec toutes ces sanctions-là qui pèsent déjà sur l'économie rwandaise ou sur la gestion du Rwanda déjà, tout ça devrait entrer, parce que le Rwanda aussi est en train de chercher la solution pour se débarrasser de toutes ces sanctions-là. Donc, le fait qu'on a pesé sur le plan diplomatique, cela a pesé sur le Rwanda et cela a obligé Paul Kagame de remettre de l'eau dans son vin. Voilà ce qui a pesé. Et aujourd'hui, on peut dire que la RDC a appliqué une diplomatie, la diplomatie agissante sur terrain. On a vu avec Thérèse Kaikwamba, évidemment, oui. Une femme de fer qui aujourd'hui a démontré qu'on avait... franchement, le Congolais ne lui avait pas donné de la chance quand elle a été nommée. Mais elle fait des prouesses sur le plan diplomatique, sous le leadership du chef de l'État. Évidemment, je félicite. Mais ici, c'est... les Congolais disent maintenant, non, tout le monde sanité. Oui, on a signé des accords, oui, il y a eu des sanctions, mais les rebelles sont encore là. Et quand est-ce qu'on va... on est hanté à encore... piétiner encore nos pieds sur le sol de Bukavu et de Goma. Évidemment. C'est ce qui hante l'esprit des Congolais. Nous comprenons les soucis des Congolais de chercher à ce que les choses soient faites donc de manière immédiate. Ça, c'est vrai, au regard de la durée de cette souffrance, du nombre de morts que nous avons enregistrés, de déplacés de guerre, chacun veut à ce que la paix revienne. Mais ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un bouton. On n'est pas en train d'appuyer sur un bouton on ou bien off. C'est un processus. Regardez même le processus de Sun City. C'est un processus qui avait commencé depuis Musée, mais qui a abouti en 2003. Ce processus avait pris 3 ans pour aboutir. C'est un processus de la recherche de la paix. La guerre, on peut la commencer le même jour, mais pour la terminer, c'est un processus. Il y a des choses à réparer, il y a la justice qui doit agir, il y a les militaires qui doivent se retirer. Tout ça, ça demande et les moyens, et l'énergie, et le temps. Donc il faut être patient. Ce n'est pas les jours où on signe un accord que les choses changent le lendemain. Il faut savoir être patient. Par rapport à la Mineta Kaikwamba, je la félicite aussi par rapport à sa diplomatie. Et en même temps, je dirais au peuple congolais, à tous ceux qui veulent m'entendre, que c'est le résultat de la diplomatie, c'est l'ensemble des efforts combinés. Pourquoi je dis cela? Parce que pour faire la diplomatie, on a besoin du temps. Le temps, c'est un facteur important.
Le M23 prévoyait déjà d'être à Kinshasa au mois de mars. Le 30 juin, il a Le 30 juin au plus tard. Mais le mois de mars déjà devrait être là. Voilà pourquoi la combinaison, il fallait que le ministre de l'économie travaille pour trouver les moyens. Il fallait que le ministre de la Défense travaille pour stopper d'abord l'avancée de cela. Pour donner maintenant le temps aux autres de travailler, convaincre les Américains, convaincre les Européens, convaincre le ceci, pour que cette diplomatie puisse aboutir. Donc c'est là que je dis que nous mettons le chef de l'État au centre pour dire que c'est l'esprit managérial du chef de l'État qui a fait assez que le ministre de la Défense travaille dans son secteur, celui des Finances travaille dans son secteur, celui qui devrait aller acheter les armes et travaille, celui qui devrait entretenir les Ouazalendo et les militaires sur le terrain, les travaille, de sorte que de la combinaison des efforts-là, aujourd'hui, nous sommes en train de trouver le résultat sur lequel nous sommes. Donc, c'est ici, moi, l'occasion de féliciter le chef de l'État par rapport à sa vision, de féliciter la première ministre ainsi que tous les membres du gouvernement parce que c'est de la somme des efforts de chacun que nous sommes en train aujourd'hui de vivre celui-là et plus particulièrement mention spéciale à la Mineta des Affaires étrangères parce que son travail est palpable et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et quant aux Congolais, c'est question de patience, c'est un processus, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie. Aujourd'hui, on a signé la déclaration. D'ici un mois, on va signer l'accord proprement dit. 1, 2, 3 jours après, on va commencer le processus de retrait. 3 semaines, 4 semaines après, on pourra installer nos autorités là-bas et la vie va redevenir à la normale. Dites-moi, que vont devenir les Ouazalendo avec la paix qui est en perspective? Les Ouazalendo, d'abord, par définition, ce sont des citoyens. Et si aujourd'hui on les appelle Ouazalendo, ils ont pris les armes parce que leur terre était menacée. En principe, si la terre cesse d'être menacée, les citoyens patriotes, il y en a parmi eux, ce n'est pas la volonté de tout le monde, il y en a qui chercheraient à reprendre leur vie de départ, on ne peut pas les forcer. Si parmi eux, il y en a qui souhaitent intégrer l'armée, il y a déjà les mécanismes, il y a déjà des structures bien créées pour ça. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons la structure, par exemple, qu'on appelle RAD, Réserve armée de la défense. Là, même toi, tu peux t'enrôler si tu veux pour soutenir l'armée. Donc, ce n'est pas seulement les Ouazalendo, mais c'est donné à tout le monde. Ceux-là qui veulent entrer dans l'armée seront intégrés dans l'armée, mais au cas par cas toujours. Ceux-là qui veulent intégrer RAD, ils vont intégrer RAD. Ceux-là qui veulent revenir à leur vie civile, ils vont intégrer leur vie civile. Donc, le gouvernement va mettre en place. C'est pourquoi je vous dis que la paix, c'est un processus. Ne voyez pas seulement l'aspect M23FC, il y a aussi l'aspect justice pour ceux-là qui ont perdu de leur, ceux-là qui ont perdu leurs biens. Il y a l'aspect Ouazalendo qui ont combattu pour défendre la République, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte pour que la recherche de la paix d'aujourd'hui ne soit pas le problème pour demain. Donc, c'est un problème qui est complexe, qu'il faut savoir gérer avec tact, avec discipline et avec beaucoup de sagesse. Un problème très complexe. Oui. Et quelqu'un avait dit, en cette période, être chef de l'État stratège, parce qu'au-delà d'avoir une rébellion en face, il y a des positions tranchées, des hautes cadres politiques, même ceux qui sont dans les institutions, qui des fois ne manifestent pas clairement leur position. Ici, il y a eu ceux qui ont fait des déclarations pour la réouverture des banques à l'Est, mais aussi le paiement des fonctionnaires, je ne voudrais pas citer les noms, des fonctionnaires à l'Est de la République démocratique du Congo. Avec cette alchimie des problèmes qui se présentent pour le chef de l'État, pensez-vous qu'il faudra aussi frapper à l'interne pour qu'on puisse avoir le contrôle des choses? Oui, je crois qu'il faut frapper et frapper très fort parce que l'être humain congolais, au regard de la situation que nous traversons et au regard des comportements des uns et des autres, vous-même vous en êtes témoin, non seulement vous, même tout le monde qui nous suit, ça laisse à désirer. Parfois, il y a des choses, même l'australopithèque politique ne pouvait pas faire. Non seulement les politiques, mais aussi les prêtres étaient trempés, à tel point que la corruption est à tous les niveaux. Leurs gestes, leurs paroles n'ont pas été du côté du soutien des Congolais. Ils étaient pris à vilipender leur propre pouvoir, leurs propres enfants, mais jamais ils l'ont fait pour dénoncer le mal que l'ennemi est en train de nous faire subir. Vous dénoncez ces gestes du secrétaire général de la Senko qui est parti bénir Nanga Goma? Ça aussi, ça fait partie. Il a toute sa liberté. Il a toute sa liberté, mais nous sommes dans une période de guerre. Chaque mot compte, chaque geste compte. Il réclame qu'on rouvre le compte des banques, mais il bénit celui qui a tué 15 000 personnes il y a plus que 2 mois. Pour qu'il tue davantage, pour qu'il Dieu l'assiste dans son entreprise. C'est ce qu'il est en train de faire en d'autres termes. Parce que la bénédiction, ça a une signification aussi.
Ça, c'est de un. Si moi, j'étais le chef de l'État, j'allais frapper très fort. Même dans la Rome antique, il y avait des gens qu'on bannissait de la République. Avec pareil comportement, et ce sont eux qui veulent être les arbitres du dialogue en interne. Ce sont eux. Moi, je crois qu'il faut revoir un peu les choses. Depuis ces jours-là, sincèrement, je dois être honnête envers ma propre conscience et envers le peuple congolais. J'ai revu mon échelle de considération de certaines personnes. Ah bon? Oui. Pourquoi? À cause de pareils gestes, non seulement et de manière générale, le politicien, la manière dont ils se sont comportés pendant cette période, la manière dont ils étaient en train de chanter quand le M23 a avancé, parce qu'il y en a même qui ont déplacé leurs membres des familles, et nous les connaissons très bien. Tout ça, ça démontre combien l'être humain congolais, il faut chercher peut-être un autre terme, oui, mais de manière générale, il y a un problème, les degrés de la citoyenneté. Si le Congo aujourd'hui est malade, il y a trois choses. Le Congolais est inapte à la démocratie. Le Congolais n'a pas une bonne dose d'éducation à la citoyenneté. Il faut appuyer sur les deux choses-là. Alors, vous êtes député national honoraire, vous le restez. Quand on est élu député national, ce mandat vous colle, cette réputation, cette qualité vous colle à la peau jusqu'à votre mort. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il n'y a pas longtemps, avait déclaré, il a fait des déclarations en rapport avec des personnes qui auraient été tuées dans la province de Tanganyika. On a vu même la sortie des députés nationaux soutenant cette affaire. Et puis après, il y a eu contradiction de l'armée. Comment, à ces niveaux-là, des institutions, président de l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République sur le plan protocolaire, tenir de tels propos et puis être contredit par l'armée? À l'époque des Kabila, ça avait valu sa démission. Évidemment, Vital Kamerhe est un bon politicien, mais il n'est pas bon. C'est un piètre juriste, parce qu'il ne l'est même pas. Depuis un certain temps, il est parmi les gens dont j'ai revu l'échelle de considération. Au regard de sa façon de voir les choses, de ses communiqués, particulièrement les cas que vous venez d'évoquer. Moi, je suis à la défense, je vous dis que c'est moi le conseiller politique. Au Tanganyika, là-bas, nous venons d'être là il n'y a pas longtemps. Nous savons qu'il y a un seigneur de guerre qui est là-bas, qui avait sollicité sa reddition. Et nous sommes allés, et on a vu la situation telle qu'elle est là-bas. D'ailleurs, il y a une mission qui doit descendre encore là, dans les jours à venir, pour cela. Et ce que le président avait dit, c'est quelque chose qui n'a pas existé, qui ne s'est pas produit. Je ne sais pas qui lui a informé, même si on t'informe, quand même vous êtes une autorité, avant de communiquer, prenez soin de vérifier auprès des sources avant de confirmer n'importe quoi. Ce qu'il a dit, ce n'est autre chose qu'un véritable mensonge au vrai sens du terme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le courant passe bien entre le président de l'Assemblée et l'autorité, la haute autorité politique, le chef de l'État? À ma connaissance, oui. D'ailleurs, il n'est pas question que le courant passe bien. Il s'agit de deux institutions. C'est un travail professionnel. Chacun va faire sa part conformément à la Constitution par rapport à ses prérogatives. Le courant passe, ne passe pas, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas là où il se trouve ou bien là où il ne se trouve pas. Je ne connais rien de tout ça. Mais je pense qu'il s'était simplement trompé. Peut-être qu'il est... Kamerhe, c'est quelqu'un, comme on dit à Lingala, de kassa-kassa. Il aime trop là. Je pense qu'il n'a pas pris seulement le temps de vérifier son information. Mais la moindre des choses à faire, à son rang, il était important qu'il passe juste pour démentir ou bien pour s'en excuser. Ça sera la moindre des choses pour que le peuple comprenne que réellement, ce qu'il avait dit, il s'était trompé. Il est humain et il a aussi des faiblesses. Mais à la PEF en France, à Paris, il a embrassé le président de l'Assemblée nationale rwandais. Ces gestes-là, vous le qualifiez comment? Des hauteurs politiques ou comment? Bon, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il a embrassé. Moi, ce qui compte dans ce qu'il a fait au niveau des PF, c'est les messages qu'il a donnés, parce que le message était à la hauteur de la République démocratique du Congo. Il a dénoncé les choses avec le mot qu'il fallait. Ces gestes qu'il a fait, il faut parfois comprendre les choses dans leur contexte. Si vous n'êtes pas là, vous êtes à distance, vous pouvez juger les choses. Il est là, devant les gens, quelqu'un arrive, vous ne connaissez pas l'ambiance qui était, on peut se saluer, ce n'est pas la salutation qui va changer la position de la personne. Même le chef de l'État, je pense que d'ici là, il sera à Washington. Ça a été bien perçu dans le rôle de l'UDPS? Sincèrement, moi, je ne vois pas de problème par rapport à une salutation. Dans pareilles circonstances, je ne vois pas que ça peut causer problème. C'était fraternel. Hein? C'est fraternel, oui. Les Rwandais restent nos frères, même si les gens peuvent les nier. Être frère ne veut pas dire être frère congolais. Nous sommes frères à différents niveaux. Moi et toi, nous ne sommes pas frères biologiques, mais nous sommes frères. Nous pouvons être frères d'une même province.
Nous pouvons être frères d'un même village. On peut être frères d'un même pays. On peut être frères d'un même continent. Donc on est frères à différents échelons. On est frères. Un frère ennemi. Oui, être ennemi ne veut pas dire qu'on cesse d'être frères. On est frères, mais un frère méchant peut venir vous combattre. Même dans nos propres familles, il y a des sorciers. Si tu as un frère qui est sorcier, est-ce que c'est pour autant qu'il cesse d'être ton frère? Il l'est. Vous avez des soucis de retrouver l'Assemblée nationale, apparemment. Oui, je me suis battu sérieusement et apparemment, moi, parce que j'aime être honnête, j'ai été trahi par mon propre parti. Même les élections de 2023, j'ai gagné, preuve à l'appui, et mon parti a refusé de me soutenir. Moi, je suis honnête, je n'ai jamais ma langue dans la poche. J'ai gagné les élections de 2023. C'est pourquoi même aujourd'hui, je dis que si c'est la même CENI qui organise les élections, moi, je vais la combattre. Parce que je sais ce qui s'est passé aussi. Oh. Oui. Comment ça? Non, ils m'ont trahi, ils le savent. Ils les savent tous. Ils ont les résultats, ils savent. Vous avez payé peut-être le prix. J'ai payé parce qu'il y avait certains... du fait qu'à l'époque de 2011, vous avez refusé de quitter l'Assemblée nationale en jetant en pâture la décision du Sphinx vous demandant de ne pas siéger peut-être. Bon, moi j'ai toujours dit ceci, mon cher frère. Vous avez les discours du roi Léopold II, d'avant 1960, même en image vous l'avez. Vous avez les messages de Lumumba, de Mobutu, de tout le monde. Si vous avez les messages de 1960, pourquoi vous n'avez pas les messages du président Tshisekedi demandant aux députés de ne pas siéger? Et ça, c'est dit seulement de bouche à oreille. Ce n'est pas parce que Moubaké est passé dans une presse, il dit que non, chez nous, nous allons faire ceci, que ça devient une loi. C'est Moubaké qui a été passé dans un débat contradictoire, il a essayé d'insinuer cela. Et tout le monde a pris cela pour vérité. Moi, je vous mettrai à l'épreuve de me chercher un document signé par le président qui dit cela, ou bien un message à travers une chaîne qui dit que mes députés ou les députés de l'UDPS ne doivent pas siéger. Alors, qui vous a trahi dans votre parti par rapport aux élections de 2023? Vous indexez qui? J'indexe la porte-parole de la CENI, qui est membre de l'UDPS, qui avait sa propre sœur, qui était avec moi dans la même circonscription, et c'est elle qui a fait le jeu. Ah bon? Évidemment. Et le parti le sait. Et ils m'ont interdit d'aller en justice avec ça, et je ne mérite pas que ça se répète. Ça doit se terminer. Et c'est pourquoi on vous a quand même remercié pour ça? Non, pas du tout. Moi, si je travaille aujourd'hui, ce n'est pas parce que le parti a fait quelque chose et je ne demande rien. J'avais même écrit pour dire que je ne demanderais rien. J'ai fait des choses par moi-même. C'est l'esprit lumumbiste qui vous habite? Non, nous ne sommes pas au parti pour être seulement servis. Nous sommes là pour donner de nous-mêmes, pour que le parti aille de l'avant. Mais aussi, je me dis que il faut qu'on puisse se soustraire du chemin bâti par les autres, qu'on fasse les choses autrement. Le parti fait ce qu'il peut faire à son niveau, mais moi je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut sérieusement corriger, et au niveau du parti et au niveau de la politique générale du pays, parce que si vous regardez bien, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les mêmes personnes qui se partagent. Même quand ils vous demandent les dialogues là, aujourd'hui, ce n'est pas pour aller traiter les problèmes du pays. Les problèmes du pays peuvent se traiter au niveau des institutions. Il y a l'Assemblée nationale, il y a les Sénats, ils peuvent parler de tous les problèmes. Quel est le problème que tu penses que Delis Sesang amènera au dialogue, qui sera nouveau? Quel est le problème que Fayulu amènera? Ils viennent juste par formalité, à la fin, ce sont les postes qu'ils cherchent. Moi, j'aimerais, si dialogue il y aura, que chaque parti politique renonce au partage de postes, que ce soit le préalable pour arriver au dialogue. Tu verras que tout le monde va se désintéresser. Vous êtes capable de le faire, vous? Oui, s'il y a à faire. Aujourd'hui, mon cher frère, le Congo, si nous comptabilisons les dialogues, les négociations, si nous faisons ce qui va venir, ça sera le 30e dialogue, depuis la table ronde jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les problèmes traités résolus, à part le partage de postes? Vous êtes originaire du Kasaï, mais grandi à Likasi. Évidemment. Vous avez la culture katangaise. Dans une certaine mesure, oui. Il n'y a pas une culture katangaise particulière. Mais la culture, elle est congolaise. À certains moments, oui, il y en a à moi parce que j'ai grandi. La culture katangaise, c'est la traîtrise. Hein. C'est un peu ça? Bon, si nous lisons l'histoire, ça semble un peu que sur le plan politique, il y en a. Mais les Katangais, ce sont des personnes aussi valeureuses. Si vous les côtoyez, vous trouverez que ce sont des personnes. L'essentiel pour moi, ce n'est pas d'être catégorisé, traître ou pas traître, parce que chacun a des défauts et des qualités. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'au moins tes qualités soient au-delà des 50%. Si tu es à 60, 70, 80% des qualités et qu'il y a les défauts de 20%, l'essentiel c'est de faire des efforts pour les corriger au fur et à mesure. Mais néanmoins, dans l'histoire politique de notre pays, ça semble démontrer noir sur blanc que beaucoup de cas sont venus de là, mais cela ne signifie pas que c'est la culture katangaise. John Kolela, cadre politique de l'UDPS.
comment jugez-vous l'action menée par le secrétaire général à la tête, l'actuel secrétaire général, Kabouya, à la tête de l'UDPS, qui gère le parti, mais aussi cette dissension qui s'est créée avec Bizoubou. Ça ne fait pas du plaisir à ceux qui aiment ce parti de voir de telles dissensions. Vous, en tant qu'un cadre aussi intelligent et éclairé, comment réagissez-vous? Merci beaucoup. Kabouya, je le félicite, je le remercie. Et en même temps, je dis que c'est un être humain qui n'est pas parfait. Il a des défauts et des qualités. Le problème en est qu'on juge Kabouya sur base de faux problèmes par rapport à la dissension. On a mis sur le compte de Kabouya tout ce que Kabound a fait avant lui. Parce que quand Kabouya arrive à prendre le parti, c'est la dernière année du premier mandat du chef de l'État. Le poste était déjà partagé entre les amis de Kabound et les autres. Tout était déjà consommé. Et Kabouya n'a juré que quelques miettes qui sont restées à la fin du mandat, du premier mandat du chef de l'État. Et maintenant, tous ceux-là qui ne se sont pas retrouvés pendant ces mandats-là déjà, ont estimé qu'ils ne se sont pas retrouvés. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils ont pris les postures qu'ils ont aujourd'hui. Et cela ne nous honore pas. Je ne dis pas que Kabouya est sain. Il a des défauts. Moi aussi, j'en ai payé. Si je dis que j'ai gagné les élections et qu'on m'a dribblé, il est parmi les gens que je comptabilise qui ne m'a pas aidé à retrouver mon siège. Sinon, moi aussi, je pouvais l'en vouloir pour ça. Mais je ne peux pas chercher pour mon propre intérêt à sacrifier tous les partis. Tous ces gens-là qui se battent contre les partis, ils ont contribué à fragiliser en même temps Kabouya en tant que secrétaire général du parti. Parce que si Kabouya avait toute la force et l'unité derrière lui, il serait le mal le plus indiqué auquel tous les membres de l'Union sacrée devraient faire référence. Et en faisant ce que les autres sont en train de faire, ils sont en train de se rendre eux-mêmes un mauvais service. Ils sont en train de pérenniser la situation pour laquelle ils ne sont même pas servis. En même temps, ils sont en train de rendre les autres membres de l'Union sacrée plus forts que Kabouya, parce qu'ils sont en train de les déplumer. Et à ce moment-là, même s'il y a un gouvernement à faire, même s'il y a des postes à pourvoir, Kabouya n'a pas le poids d'agir comme il devrait agir normalement, étant que le numéro 1 du parti présidentiel. Donc eux-mêmes, en même temps, ils le réclament à Kabouya, en même temps, ils le fragilisent pour qu'il ne soit pas plus fort sur le terrain. C'était une très mauvaise stratégie. Moi, je crois qu'on devrait être patient. C'est une lutte de positionnement, tout simplement. Chacun pense que si je suis là, c'est moi qui nommerai mes frères, c'est moi qui ferai ceci, et ça nous déshonore. Moi, quand je suis entré à l'UDPS, je ne pensais pas qu'un jour, on arriverait aux élections, et qu'un jour, je serai député, et qu'un jour, on aura le pouvoir pour lequel les gens sont en train de se battre aujourd'hui. Moi, je pense que si on restait dans l'idéal pour lequel nous sommes entrés en politique, on ferait œuvre utile que de démontrer les choses que nous sommes en train de démontrer sur le terrain qui nous réduisent tous. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais, même dans ces meetings-là, dans des réunions, je ne suis pas là, je reste, simplement j'observe à distance pour voir ce qui va arriver. Mais je les déconseille de continuer parce que d'ici 2028, ce sont des élections encore qui arrivent. Et si nous allons dans cet ordre dispersé, si le chef de l'État doit respecter la Constitution, il n'aura pas de troisième mandat, il faut un autre dauphin. Il fallait que nous soyons d'abord unis pour savoir même sortir ces dauphins-là. Mais si nous sommes dans cet état d'aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, nous sommes en train de préparer le germe de notre propre destruction. Vous ne serez pas candidat si la CENI est toujours dirigée si par la CENI Kadiman? est celle qu'elle est aujourd'hui, je ne serai pas candidat. C'est-à-dire? Je renonce d'avance. Je ne fais pas confiance à cette CENI au regard de ce qu'ils ont fait. Et Kadima Lessé et Mme Patricia Nseya, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que même ils m'ont appelé 2-3 jours avant la proclamation des résultats, je les dénonce. Pour m'apaiser, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord. Je dis que si ça continue comme ça, c'est que je renonce, je vous laisse diriger jusqu'au jour où je trouverai des choses normales pour la République pour continuer. Vous êtes un mauvais perdant. Je ne suis pas un mauvais perdant, je suis un citoyen, je dénonce les méfaits. Parce que si ça continue comme ça sera mauvais. Toujours fidèle à votre coiffure de lumumbiste. Vous êtes tshisekidiste, lumumbiste? Non, je ne suis ni tshisekidiste ni lumumbiste. Quoi ça? Non, moi je refuse que nos partis politiques soient identifiés par des personnes. Non, non, pas ça. Nous sommes au parti. C'est les partis qui nous ont créés tous. Ce n'est pas la volonté ou l'idée d'une personne qui fait les partis. Les partis politiques est une institution. Et nous tous, nous adhérons chacun à son temps et nous défendons les mêmes valeurs. Parler de tshisekidisme et de kabylisme, je pense que c'est ce qui tue le pays. Voilà pourquoi il n'y a même pas de civisme. Le civisme est remplacé par le nom de personnes. Je suis tshisekidiste, je suis lumumbiste, à tel point que s'il y a les intérêts, je dois défendre d'abord les intérêts de Tshisekedi. S'ils ne se retrouvent pas, moi je ne vis pas. Non. Défendons les intérêts de la République, défendons les intérêts du parti. Moi je suis UDPSien. Je ne suis pas tshisekidiste. Ça, je refuse comme école le nom des gens. Donc je vais être sur l'idéal, sur les valeurs, sur les principes. Et donc,
Si il y en a qui s'appellent Tshisekedi, ça devient du fanatisme. Moi, je refuse. Moi, je suis quelqu'un de l'UDPS, je défends les valeurs pour lesquelles j'ai adhéré au parti. Je ne suis pas venu croire à nulle personne, je suis venu défendre les idées d'un parti politique. Voilà ce qui fait qu'on arrive à des autorités morales. C'est parce que vous parlez de Tshisekedi, c'est des kabylisme. L'autorité morale, à tel point que si l'autorité morale donne une position, il prend les partis pour leur bien. Voilà pourquoi ils nomment leurs propres enfants, leurs propres frères, et que nous autres, nous vivons par procuration. Non, moi, je n'aimerais pas vivre par procuration, je vis par moi-même. Quand il y a accepté, je dis oui. Quand il y a refusé, je dis non. Voilà ce que c'est être un être humain normal, au lieu d'être une créature inachevée. On entendrait, à vous entendre parler, c'est comme si c'est Lumumba qui parle en vous. Patrice. Lumumba, c'est une personne, oui. Même quand vous avez dit par rapport à ma coiffure, moi je n'ai pas pris cette coiffure par rapport à Lumumba, mais j'ai trouvé que c'est une coiffure d'une certaine époque. Certains jeunes ont utilisé cela. Mon grand-père avait aussi la même coiffure jusqu'à sa mort en 2005. Donc c'est une coiffure qui a existé de beaucoup de personnes. Lumumba, je peux ressembler aussi à Tshisekedi, je peux ressembler à beaucoup de gens à la fois. Quand vous défendez la même cause, que vous êtes dans la même logique, quand vous êtes dans la vérité, vous tous, vous aurez presque les mêmes mots, vous direz presque la même chose. La logique est que nos partis politiques doivent cesser d'être des tshisekedismes, des mobutismes, ça doit être des gens qui défendent juste l'idéal de partis politiques. Et si vous êtes du côté de la vérité, vous aurez les mêmes mots qu'une autre personne qui est du côté de la vérité. Ceux qui sont dans les mensonges diront aussi la même chose, ensemble. John Kolela, cadre de l'UDPS, Évidemment. conseiller politique du vice-premier ministre en charge de la Défense De la nationale. défense. Évidemment, oui. Merci. J'aimerais quand même laisser aussi un mot par rapport au ministre qui travaille. Je sais que si vous m'accordez même 2-3 minutes pour Je vous ça, en prie. parce que nous parlons de la guerre, de tout ça, c'est une situation que nous venons de traverser. Je félicite le ministre. Au jour d'aujourd'hui, quand nous avions commencé le travail, moi je lui disais, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup d'initiatives. Vous ne lui avez pas donné la chance. Les gens ne voulaient pas lui donner la chance, mais ils seront surpris. Si nous mettons sur la place publique tout ce qui est en train d'être réalisé, beaucoup de gens s'agenouilleront pour demander pardon à tout ce qu'ils ont dit. C'est un ministre qui a fait un travail. Il a refusé qu'on communique en termes de promesses, mais il a dit que chacun le verra au moment venu. C'est un ministre qui a construit des camps, des écoles. D'ici le mois d'août ou de septembre, on va commencer les inaugurations. Des écoles, des hôpitaux à travers tout le camp, à travers la République. C'est un ministre qui a amélioré les taux homme-jour du militaire. Vous savez que nos militaires, même quand Kabila dit qu'il a laissé les militaires en train de vivre, c'était avec 300 francs par jour, comme taux homme, pour nous servir par jour. 300 francs congolais, pas 3000. Mais aujourd'hui, le ministre est arrivé à 3 repas par jour. Il a doublé leur salaire. Et 3 repas dans les camps militaires ou dans les camps d'entraînement ou bien le dans camp la forme... d'entraînement et ceux qui sont au front. Ils étaient au front avec 300 francs, je vous assure. 300 francs. Pas le prix d'un seul pain. Parce que le pain, c'est 500 francs. Et tout ce qu'il a fait, il a construit des choses. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez être fiers, les militaires ont même les hôtels 5 étoiles. Donc c'est pour vous dire... 5 étoiles, là, ce ne sont pas des généraux qui détournent l'argent de l'État? Non, ici, c'est le ministre qui s'en est chargé et qui a fait des choses. Pas pour eux, mais au nom de militaires. Okay. C'est un militaire donc de l'armée, les hôtels de l'armée. Okay. Oui, ce ne sont pas des hôtels des généraux, non, pas ça. Aujourd'hui, nous pouvons parler de bateaux qui sont achetés, pas ceux que vous avez vus, il y a d'autres encore. Des patrouilleurs, des avions qui doivent commencer à les transporter. Donc, tout est à sa place. Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux. On voit les forces navales secourir des Chinois qui s'est noyé avec le pirogue. Tout ça, c'est déjà terminé. Rassurez-vous que vous n'avez pas 2-3 mois devant vous, vous aurez toutes ces choses-là. Vous pouvez avoir même 20-30 navires de guerre sur le fleuve Tanganyika, vous en aurez autant sur le fleuve Congo. Tout ça, c'est pour nous faire respecter. Mais donc, le Congo s'est armé, au jour le Congo s'est d'aujourd'hui, organisé sur le plan militaire à pouvoir garantir l'intégrité territoriale. Évidemment, les négociations, c'est sur le papier, mais nous devons avoir la force pour dissuader même nos voisins à ne plus oser cette fois-ci, et nous sommes prêts pour cela. Et au jour d'aujourd'hui, depuis 1960, je peux vous dire que le Congo n'avait même pas un radar militaire, et aujourd'hui, nous en avons 11. C'est pour vous dire que le travail est fait. Félicitons notre ministre, nous l'encourageons à faire davantage. Si on lui accorde encore plus de temps, je suis sûr que l'armée va faire la fierté et beaucoup de jeunes chercheront à s'envoler. De cette information on avait vu les rebelles, le Rwanda, faire des communiqués sur l'avion qui était abattu dans la plaine de Ruzizi, qui était à Minembwe. On a aujourd'hui cette capacité-là
des loin et d'envoyer des missiles pour autant faire du mal. Je n'aimerais pas entrer encore dans les secrets. Si vous voyez notre espace, parce que quand on a interdit au Rwanda, notre espace aérien, les gens se sont moqués, dire mais le Rwanda peut voler, qu'est-ce qu'on a comme technologie pour surveiller. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas s'hasarder avec l'acte? Je n'aimerais pas entrer dans les détails de militaire ou de la défense, mais néanmoins, je peux vous dire que cela est un exemple vivant pour vous dire que si l'ennemi, au jour d'aujourd'hui, ose faire, parce qu'eux-mêmes ont communiqué encore que notre capacité a changé. Ils ont communiqué récemment. Si l'ennemi ose reprendre la situation comme avant, je reste convaincu que l'humanité parlera très très longtemps. C'est tout ce que je peux dire. Guy Modianvita, c'est bien lui qu'il s'agit. Guy Kabongo Modianvita. Guy Kabongo Modianvita, l'homme qu'on a vu, c'est parmi les rares ministres qui sont arrivés à Béni. Évidemment, nous étions avec lui jusqu'au front, jusqu'à la ligne de front. Nous étions là. Vous étiez là? Oui, évidemment, j'étais à ses côtés. En train de trembloter un peu. Hein? C'est vrai, nous sommes des civils, on peut toujours trembloter, mais l'essentiel, c'est qu'on est arrivé. Et vous avez compris que depuis notre passage là-bas, c'est alors que le front s'est arrêté. Il fallait aller donner un peu de courage à nos militaires qui étaient au front, leur rassurer que la République était derrière pour lui donner la force. Et cet acte-là a redonné du courage et a stoppé net l'ennemi qui n'avait pas avancé pour prendre des Béni. Sinon, Béni serait déjà entre les mains de l'ennemi. C'est ce courage-là qui a fait. C'était un risque, oui. C'est vrai que nous étions avec les députés et lui-même était au front. Et nous avions vu. Et on a compris les conditions dans lesquelles nos militaires sont en train de travailler. Et c'est ça qui a même boosté aussi son esprit pour aller davantage, pour faire mieux. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on n'a pas encore tout terminé. Il y a encore beaucoup à faire. Mais d'ici l'année prochaine, vous verrez tout ce qu'on a fait. Ça sera exposé devant tout le monde et vous allez le voir. John Kolela, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité d'éclairer la lanterne de notre peuple et de les rassurer que l'accord ou les principes qu'on a signés là, c'est pour le bien de la République. Ne suivez pas les discours de désinformation. L'intégralité du territoire national de l'autorité de l'État veut dire que c'est l'État central qui est reconnu à travers la Constitution qui instaure son autorité. Ce n'est pas les rebelles qui restent là-bas. Les rebelles, eux, même s'ils ne vont pas se retirer, peut-être c'est dans ces termes de manière large qu'ils veulent parler, ils ne vont pas se retirer parce qu'ils sont au Congo. Mais ils seront dessous parce que ce ne sont pas eux qui vont commencer à contrôler les villes. Merci beaucoup John Kolela, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous avec Crispin Chibassou désormais. Retrouvez-nous sur votre chaîne SVTV Sacrée Vision, mais aussi sur les réseaux sociaux avec beaucoup de professionnalisme. Aujourd'hui, notre invité, c'était John Kolela, cadre de l'UDPS, conseiller politique du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités, mais aussi avec le même plaisir entamé avec le professionnalisme. À bientôt.